Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? Bonjour et bienvenue dans ce cours de premier enseignement scientifique consacré au rayonnement thermique. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer cette photo. Il s'agit de notre étoile, le Soleil. Nous allons nous poser la question suivante. Quelle est la température à la surface du Soleil? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir quels sont les différents modes de transfert thermique. Ensuite, nous verrons plus précisément le rayonnement thermique qui est un des modes de transfert thermique. Et enfin, nous énoncerons la loi de Wien. Que se passe-t-il lorsque l'on met en contact thermique deux objets? Alors imaginons l'expérience suivante où ici on a un corps A à la température TA et là un corps B à la température TB. Faisons l'hypothèse que le corps A a une température supérieure à celle du corps B. Qu'est-ce que l'on va constater? On va constater un transfert d'énergie thermique du corps A vers le corps B. Ce que l'on peut dire, c'est que un transfert d'énergie thermique a lieu lorsque deux corps de température différentes sont en contact. Et le transfert se fera toujours du corps chaud vers le corps froid et il va s'arrêter lorsque les deux températures des deux corps auront atteint la même valeur. Ainsi, on dit qu'ils sont en équilibre thermique. Quels sont les différents modes de transfert de l'énergie thermique? Je fais apparaître ici une photo qui va illustrer donc les trois modes qui existent. Alors le premier, on va commencer par la conduction. Alors la conduction, vous voyez, elle va apparaître ici. Si au-dessus d'un feu, on met une barre métallique, donc solide, l'énergie thermique va être transférée au sein du solide. Deuxième mode de transfert, c'est la convection. Là, ce mode-là, il va être observé si vous mettez vos mains au-dessus des flammes et vous allez sentir un courant d'air chaud. Troisième mode thermique, c'est le rayonnement. Alors celui-ci, vous allez le ressentir si vous mettez vos mains quasiment au même niveau que les flammes, c'est-à-dire que la partie chaude ici du bois et des flammes. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique qui va se propager et cette onde électromagnétique que vous allez ressentir avec vos mains. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par conduction? Imaginons l'expérience suivante. On a ici une barre métallique qui va être à une extrémité chauffée avec une flamme de benzène et l'autre extrémité va être maintenue à la température ambiante de l'air. Au sein de cette barre va avoir lieu donc le transfert thermique par conduction. Comment est-ce qu'on interprète ceci? Pour le comprendre, je vais vous faire apparaître ici un schéma qui représente donc les constituants de la barre métallique, donc les atomes. Imaginons que ce soit une barre d'aluminium, ce seraient les atomes d'aluminium. Et donc les atomes qui vont être proches de la source de chaleur ici vont s'agiter, bouger de plus en plus. Vous vous rappelez que dans les solides, les atomes ne sont pas libres, ils sont figés dans une position bien définie. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à vibrer de plus en plus en fonction qu'on va les chauffer. Et donc cette vibration va se propager de proche en proche à travers les différentes molécules qui constituent la barre métallique. Ainsi, on peut mieux le voir avec cette animation-là, c'est-à-dire que les atomes au contact de la flamme, eux, vont s'agiter beaucoup. Et cette agitation va se propager le long de la barre. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la conduction thermique est un transfert thermique par transmission microscopique de l'agitation moléculaire de proche en proche. Comment l'énergie thermique est-elle transférée par convection? Pour illustrer ce mode de transfert thermique, nous allons prendre l'exemple d'une pièce chauffée par un radiateur électrique et plus précisément un convecteur électrique. Imaginons que l'on puisse photographier cette pièce avec une caméra infrarouge. Voilà ce que l'on obtiendrait. Alors, il faut savoir que les caméras infrarouges permettent de mesurer les températures de tout ce qui est matériel. Donc notamment l'air ici, on va pouvoir en la photographiant en infrarouge voir les différentes températures de l'air. Et qu'est-ce que l'on verrait? On verrait que en bas, donc on a l'air qui a la température la plus basse avec à peu près 19 degrés ici, et c'est en haut qu'on a une température la plus élevée avec 27 degrés. À quoi est due cette différence de température? Donc l'air frais ici, au contact du radiateur, va se réchauffer. Et la conséquence de ce réchauffement, c'est que la masse volumique de l'air va diminuer. Ça, c'est le principe des montgolfières. Donc, lorsqu'on chauffe l'air contenu dans l'enveloppe d'une montgolfière, en fait, sa masse volumique diminue et ainsi, l'air chaud va pouvoir s'élever dans l'air froid. Et c'est ce qui se passe ici, en fait. L'air chaud, donc généré par le radiateur électrique, s'élève et se retrouve au sommet de la pièce, au niveau du plafond. Ensuite, cet air chaud va se refroidir, donc il va redescendre et on observe ici ce qu'on appelle un mouvement convectif de l'air. Donc, qu'est-ce que le transfert thermique par convection? C'est un transfert thermique par mouvement macroscopique. Alors, c'est par opposition à la conduction, on avait vu que c'était un mouvement microscopique. Là, ici, c'est un ensemble de molécules qui vont se déplacer. Donc, forcément, ces molécules doivent appartenir à un fluide, aussi bien à un gaz qu'à un liquide. Et ce mouvement est dû à une différence de masse volumique qui a été générée par une différence de température. Par contre, on ne pourra jamais observer un mouvement convectif dans un solide, étant donné que les molécules sont figées.
Avant de parler du rayonnement thermique, on va présenter deux grandeurs physiques qui sont utiles pour caractériser ce rayonnement thermique. La première grandeur, c'est la température que l'on notera grand T. Pour l'illustrer, je vais vous montrer ici donc deux animations qui représentent le mouvement des molécules qui constituent un solide. La première vidéo est à une température de 3 Kelvin, tandis que la deuxième est à une température de 13 Kelvin. Qu'est-ce qui différencie la façon dont est représenté ce solide à ces deux températures? Vous voyez, c'est le mouvement vibratoire des molécules qui constituent le solide. À 3 Kelvin, ce mouvement est très léger, par contre à 13 Kelvin, il est plus important. Donc conclusion, la température en fait c'est une mesure de l'agitation des constituants de la matière. Et l'unité avec laquelle on l'exprime, c'est le Kelvin, noté K majuscule. Vous savez qu'au quotidien, on va plutôt exprimer la température en degrés Celsius, donc je vais vous montrer comment on passe d'une unité à l'autre. Donc c'est la relation suivante, donc la température exprimée en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273. Donc c'est une simple translation, il faut rajouter la température en Celsius, 273 pour l'obtenir en Kelvin. Donc on peut la représenter ainsi avec un axe. Au-dessus, vous avez la température en Kelvin et en dessous, la température en degrés Celsius. Donc lorsque la température vaut 0 degrés Celsius, ça correspond à 273 Kelvin. Et inversement, si on a une température de 0 Kelvin, on aura une température de moins 273 degrés Celsius. Et ayant en tête cette température de 0 Kelvin, c'est la limite en dessous de laquelle on ne peut pas être. En effet, une température de 0 Kelvin correspond à l'immobilité des molécules. Donc on ne peut pas imaginer une molécule qui soit en dessous de l'immobilité. Donc la température commence à 0 Kelvin et elle peut aller jusqu'à l'infini, mais on ne peut pas aller en dessous de 0. La deuxième grandeur, c'est la longueur d'onde d'une onde électromagnétique que l'on notera lambda, la lettre grecque. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Pour bien comprendre, je vais vous montrer l'animation qui est ici. Donc ici, nous avons une antenne qui, à cause du mouvement d'électrons ici, va générer dans l'espace qui est autour de l'antenne une onde électromagnétique qui va se propager à la vitesse de la lumière. Cette onde électromagnétique va pouvoir être captée par exemple par l'antenne d'une radio et ainsi pouvoir transcrire le signal qui est véhiculé par cette onde électromagnétique, donc par exemple émettre de la musique. Pour résumer, une onde électromagnétique, c'est la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique associé. Alors ces champs électriques et magnétiques associés, c'est ce que vous voyez ici, les flèches bleues et rouges. Imaginons que les flèches bleues sont le champ électrique et les flèches rouges c'est le champ magnétique. Donc ces deux champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et les deux vont être perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde là, vous voyez qui est horizontale. Ça c'est pas très important. Retenez par contre que cette propagation s'effectue à la vitesse de la lumière et ne nécessite pas de milieu matériel, c'est-à-dire que l'onde peut se propager dans le vide. Ensuite, nous, une fois qu'on a défini ces ondes électromagnétiques, on va définir ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors imaginons que dans l'animation, là, je prenne une photo et que je puisse voir dans l'espace l'onde qui se propage. Donc imaginons que ce soit celle-ci. En fait, la longueur d'onde, ça va être la distance entre deux signaux identiques. Enfin, entre par exemple le sommet ici de l'onde et le sommet là. Donc cette distance en mètres, ça correspond à ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et donc en fonction de cette longueur d'onde, on va distinguer différents domaines d'ondes électromagnétiques. Alors le domaine le plus connu correspond à celui que nos yeux peuvent capter, donc ce qu'on appelle le visible. Donc le visible, ça correspond à un petit domaine des ondes électromagnétiques qui est ici. Ensuite, en dessous du visible, on a les infrarouges. Donc là, vous voyez, la longueur d'onde va augmenter. Alors, vous voyez, l'échelle est à l'envers en fait. Plus les longueurs d'onde sont courtes, plus je vais me retrouver ici. Plus les longueurs d'onde sont grandes, plus je vais me retrouver là. En dessous du visible, on a l'infrarouge. Ensuite, on a les micro-ondes, puis les ondes radio. Au-delà du visible, on a les UV. Alors les UV, par exemple, sont ces ondes-là qui vont être responsables du bronzage. Quand on bronze, en fait, c'est que notre peau va recevoir des UV. Au-delà des UV, on a les rayons X qui sont utilisés notamment pour faire les radios en médecine. Et ensuite, on a les rayons gamma qui, eux, sont produits par des réactions nucléaires. Pour comprendre ce qu'est le rayonnement thermique, on va imaginer une expérience. Alors cette expérience, elle consiste donc à prendre un objet métallique, tel que vous voyez ici, et imaginons qu'à l'intérieur de cet objet métallique soit incorporée une résistance électrique qui nous permet de chauffer cette pièce métallique. Plaçons-nous dans une pièce obscure, sans lumière, et on se met à chauffer le métal. Donc, dans un premier temps, on ne va rien voir, et à un moment donné, quand la température aura suffisamment augmenté, on verra donc l'objet émettre une lumière perceptible par nos yeux. Donc l'objet va émettre une onde électromagnétique dans le domaine du visible. Alors là, je vais vous faire apparaître les différentes couleurs que l'on va observer en fonction de la température atteinte par l'objet. Donc vous voyez, c'est à partir de 2000 Kelvin qu'on va avoir l'objet, cette couleur donc jaune-orangé. Ensuite, quand la température va continuer à augmenter, ça va passer au jaune, puis au blanc,
Et ensuite, à la fin, lorsqu'on aura atteint 9000 Kelvin, l'objet va devenir bleu. À présent, nous allons faire le lien entre la couleur émise par l'objet soumis à une certaine température et la longueur d'onde associée. Donc voici donc le graphe avec ici les températures et les couleurs émises. Et là, je vous fais apparaître donc ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible, où la longueur d'onde est comprise entre environ 400 nanomètres ici, et jusqu'à 700 nanomètres ici. Dans un premier temps, lorsque l'objet est à 2000 Kelvin, vous voyez qu'on a une longueur d'onde émise autour de, on va dire, 600 nanomètres. Ensuite, lorsque ça passe à un jaune plus clair, on va dire qu'on va passer à peu près à 570-580 nanomètres. Et à la fin, à 9000 Kelvin, vous voyez qu'on aura une longueur d'onde plutôt autour de 500 nanomètres. Donc dit autrement, plus la température de l'objet est élevée, plus la longueur d'onde émise par cet objet va diminuer. On vient de voir que plus la température d'un corps augmentait, plus la longueur d'onde de la lumière émise par ce corps diminuait. Mais quel est le lien avec une relation mathématique entre ces deux grandeurs? Donc c'est ce qu'a étudié William Wien, et nous allons voir cette loi à travers une animation. Voici l'animation qui nous permet de comprendre comment Wien a établi sa loi. Ici à gauche, vous avez un curseur qui va me permettre de faire varier la température de l'objet que j'étudie. Et à droite, ici, vous aurez un graphe. Donc je vais pour commencer fixer une température correspondant à une ampoule. Là en haut, vous avez ce que nos yeux perçoivent. Donc ils vont voir une ampoule qui va émettre une lumière de couleur jaune-orangé. Ici, donc je vais zoomer un petit peu. On va tracer ce qu'on appelle un spectre. Alors un spectre, nous avons en abscisse la longueur d'onde, et là nous allons relever l'intensité pour chaque longueur d'onde émise par la source de lumière, ici l'ampoule. Donc là on voit qu'on a partiellement les longueurs d'onde correspondant au visible, et on a plus des rouges que des bleus. C'est pour ça que la lampe sera vue avec cette couleur orangée. Et on a par contre beaucoup d'infrarouges qui ne sont pas perceptibles par nos yeux. Si je continue d'augmenter la température et que je monte jusqu'à la température du soleil, donc cet objet, par exemple c'est donc le soleil, aurait ce type de spectre là, et vous voyez que là ça inclut quasiment toutes les longueurs d'onde avec une intensité relativement élevée du spectre du visible. C'est pour ça que le soleil est vu de couleur blanche sur Terre, puisqu'en fait toutes les longueurs d'onde du visible sont représentées, on va dire. Ensuite, si je continue d'augmenter, si je monte à une étoile telle que Sirius A, donc je vais dézoomer ici, là on voit que le spectre s'est décalé vers la gauche. Donc cette fois-ci, là, contrairement à l'ampoule, c'est les longueurs d'onde correspondant au rouge qui vont être moins présentes. Et par contre, il y aura beaucoup ici d'ultraviolet. C'est pour ça que, vu par nos yeux, cet objet, donc Sirius A, cette étoile, va être vu de couleur bleue. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment a procédé Wien. En fait, Wien, il a relevé pour chaque objet qui a une température donnée, par exemple ici 9900 Kelvin pour Sirius A, la longueur d'onde pour laquelle l'intensité était maximale. Donc, par exemple, si je reviens au niveau du soleil, là, il aurait relevé donc 0,504 micromètres pour une température de 5750 Kelvin. Et pour l'ampoule, il aurait relevé cette valeur-là, donc 0,920 micromètres pour une température de 3050 Kelvin. Quel est l'énoncé de la loi de Wien? Donc voici un graphe qui représente donc la courbe qu'on a vue à travers l'animation. Donc en abscisse, toujours la longueur d'onde, sauf cette fois-ci est un nanomètre. Et ici l'intensité. Ici vous avez plusieurs courbes qui sont superposées pour différentes températures. 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin et 6000 Kelvin. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, on va relever les longueurs d'onde pour lesquelles on a le pic d'intensité, c'est-à-dire l'intensité maximale. Donc pour 6000, on va relever la valeur qui est ici, pour 5000 ici, pour 4000 ici, pour 3000 ici. Et qu'est-ce qu'il a constaté Wien? C'est que la température était inversement proportionnelle à la longueur d'onde maximale relevée. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 2,90 10-3. Donc, dit autrement, cette relation permet de calculer la température d'un objet à partir de la mesure de son lambda max sur ce spectre-là. Donc là, je vais vous préciser quoi correspondent les différentes grandeurs de sa relation ici. Donc 2,90 10-3, c'est ce qu'on appelle la constante de Wien, qui est en Kelvin fois mètre. Ça, c'est la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale, et T, la température de l'objet en Kelvin. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle est la température de surface du Soleil? En effet, le Soleil peut être assimilé à un objet dont la température est relativement élevée, et à partir de cette température élevée, il va émettre un rayonnement thermique qui va pouvoir se propager dans l'espace et notamment arriver jusqu'à la Terre. Voici le spectre que l'on obtient si on analyse la lumière issue du Soleil. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, cette lumière, donc le Soleil est vu blanc parce que ce spectre, on voit bien qu'il met en jeu toutes les longueurs d'onde du spectre visible,
perçue par nos yeux. Et donc là, on va pouvoir relever la valeur de la longueur d'onde qui correspond au maximum de l'intensité. Donc on relève ici 0,500 micromètres. Une fois qu'on a cette valeur, on va pouvoir appliquer la loi de Wien et dire que la température de surface du Soleil, c'est 2,90 10 puissance moins 3 que divise lambda max, donc ici 0,500 10 moins 6 parce qu'un micro, c'est 10 moins 6. Si je fais l'opération, j'obtiens 5800 Kelvin et je peux la convertir, cette température, en degrés Celsius en faisant moins 273, donc ça me fait 5527 degrés Celsius. Donc voici la température de surface du Soleil calculée à partir de la mesure de son spectre et en appliquant la loi de Wien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy.